Notre histoire commence dans un royaume magnifique, avec un beau château blanc perché sur une falaise, ressemblant à quelque chose tout droit sorti de Poudlard. À l'intérieur, la reine nomme Joran Tamer nouveau seigneur de la frontière. La foule autour d'eux commence à chuchoter, et Joran se demande si elle s'est trompée sur le nom du poste auquel il est nommé. Cependant, la reine s'agace des chuchotements, et ordonne à tout le monde de se taire. Elle se tourne alors vers notre garçon, et lui demande s'il est sourd ou quoi. Sa Majesté s'interroge ensuite sur le fait que Joran n'ait pas encore accepté son commandement. Sous la pression, notre héros éclate en sueur froide, paraissant visiblement nerveux. Pendant ce temps, une fenêtre d'état apparaît devant lui, et il ne sait pas quoi faire. La seule chose que Joran peut faire est donc de la supplier d'annuler l'ordre. Mais Joran murmure doucement, se demandant s'il ne voit pas une fenêtre d'état. Cela ne fait qu'aggraver sa colère, et elle exige de savoir comment il vient de s'adresser à elle. Notre protagoniste est déconcerté par sa réaction, ne comprenant pas ce qu'il a fait de mal. La reine crie alors que l'appeler « Votre Altesse » implique qu'il ne la reconnaît pas comme sa souveraine. Joran s'excuse rapidement, disant que son esprit était simplement troublé par sa grâce immense. Enfin, un homme à capuche apparaît et montre au nouveau seigneur de la frontière le fief qu'il va gouverner. Les nobles autour d'eux commencent à bavarder sur la soi-disant ville de l'Apocalypse. Ils commandent que l'endroit n'est rempli que de monstres, sans aucun citoyen, ni même de marché. Mais la reine, irritée par les bavardages, frappe son épée sur le sol, exigeant le silence. Elle annonce ensuite que la ville d'Apocalypse n'existe plus, elle s'appelle désormais le fief des Dompteurs. Sur ce, la carte de la région est affichée pour que tous dans la salle puissent la voir. Un ministre se lève alors et demande ce qu'est un seigneur de la frontière, car il n'en a jamais entendu parler. La reine répond que c'est normal puisqu'elle vient elle-même d'inventer ce titre. Joran est choqué par la nouvelle, et quelqu'un le félicite sarcastiquement pour sa chance. Sa reine dit à Joran qu'il est le premier dans l'histoire et lui demande de bien protéger ses sujets. Joran remercie alors Sa Majesté pour sa grâce, et elle lève son épée pour conclure la cérémonie. Cependant, au lieu de taper son épaule, elle le frappe directement sur la tête avec le plat de la lame. À cela, notre protagoniste ne peut que jurer intérieurement à propos de toute la situation. Il est révélé que dans l'histoire originale du jeu, Joran Tamer était censé devenir le capitaine de la garde royale, mais à cause d'un incident, il a fini par avoir une fin assez tragique. Les gardes commandent que le capitaine agit étrangement depuis sa résurrection, se demandant si le rituel a mal tourné. Notre protagoniste panique, se demandant pourquoi. De toutes les personnes, il a dû finir dans le corps de Joran. Il regrette profondément d'avoir accepté la quête qui l'a conduit dans ce monde. Nous faisons alors un retour en arrière sur son ancienne vie en tant que Bang Ho-young, un homme de 27 ans. Sa routine quotidienne consistait à s'occuper de ses frères et sœurs cadets depuis que leurs parents sont décédés il y a 3 ans. À cause de cela, il travaillait d'arrache-pied dans un centre logistique désireux de leur offrir une vie meilleure. Après avoir peiné au travail, c'est enfin l'heure du déjeuner, et il se dirige vers la salle de pause. Il s'avère que le seul divertissement de notre héros était un jeu mobile appelé Rain of Dice. C'était son passe-temps favori pendant son temps libre. Il ouvre le jeu et réfléchit aux personnages à utiliser pour la quête quotidienne. Il choisit rapidement le chaman Bata, qui a la capacité de transformer les ennemis en alliés. Avec ce petit bijou, il n'avait même pas besoin de recruter des troupes, il pouvait simplement voler celles des ennemis. Le match commence, et un ogre géant apparaît devant lui. Mais notre héros utilise la compétence de conversion sans hésiter pour transformer la bête en son soldat. Il ne lui manquait plus que quelques chamans trolls pour compléter son armée. Au final, il gagne le match avec 3500 points d'avance. Soudain, une étrange notification apparaît sur l'écran de son téléphone pendant qu'il joue. Une quête exclusive de saison intitulée « Défense du fief de l'Apocalypse » a été débloquée. Joran est perplexe car Apocalypse était une ville, pas un fief, dans le jeu. Mais en lisant la description, il est choqué par la récompense incroyable que la quête offre. Quiconque terminerait la quête obtiendrait 10 000 par point et 5 objets mythiques majeurs. Les yeux pétillants, il imagine déjà la montagne d'argent qu'il pourrait gagner en vendant ces objets. Cependant, un avertissement indique que la quête est en mode hardcore, et si vous perdez, il n'y a pas de seconde chance. Il devient pensif, car vendre ses objets actuels ne lui rapporterait même pas 5 millions de won. Mais avec l'argent de la quête, il pourrait offrir une bonne vie à ses frères et sœurs, alors il décide de tenter sa chance. Au moment où il accepte, il ressent quelque chose d'étrange, et ses yeux s'écarquillent de terreur. Une voix mystérieuse avertit que le mode ultra hardcore sera appliqué, et en cas d'échec, c'est la mort assurée. Juste après, un dragon gigantesque et terrifiant apparaît en rugissant devant lui. Le système dit qu'il ne peut pas quitter ni se déconnecter à cause du niveau de difficulté ultra difficile. Englouti dans une aura bleue et terrifié par le dragon, il crie de désespoir. Et c'est ainsi que l'histoire raconte comment il a fini par posséder le corps du personnage Joran Tamer. Dans le lore du jeu, les humains ne peuvent être ressuscités qu'une seule fois par un prêtre. Joran demande à la fenêtre de statue l'heure dans le monde réel, et le système l'informe que le temps dans son monde s'est arrêté.
Notre héros est incroyablement soulagé, car il s'inquiétait pour ses frères et sœurs cadets. Après avoir été nommé comte de la Frontière, il est maintenant dans une tente de la compagnie. Une femme aux cheveux rouges nommée Lilian l'appelle, lui demandant s'il va bien. Notre protagoniste répond que tout va bien, mais le système montre que Lilian est déçu de lui. Il pense que chaque fois qu'il regarde quelqu'un, ses statistiques apparaissent devant lui. Curieuse, Lilian demande ce qu'il entend par « fenêtre de statut ». À son commentaire, le protagoniste la regarde, en transpirant à grosses gouttes. Lilian mentionne qu'il n'a cessé de répéter cette phrase en chemin. Joran réalise qu'il doit la prononcer à voix haute pour que la fenêtre apparaisse. Ne sachant pas comment expliquer la situation, Lilian demande s'il se souvient de leur première rencontre. Notre héros répond « oui », tout en pensant qu'il l'a déjà débloqué plusieurs fois dans le jeu. Enfin, Lilian demande s'il se souvient de ce qu'il lui a dit ce jour-là. Dans un flashback, on voit Lilian pleurer seule dans une forêt sombre et le Joran original s'approche pour la réconforter. Notre protagoniste leur dit alors d'y aller ensemble. Les larmes aux yeux, Lilian regarde notre héros. De retour au présent, un soldat annonce que les troupes attendent. Joran touche alors l'épaule de Lilian pour attirer son attention. Avec un sourire, il répète la même phrase lui disant « Allons-y ensemble ». Lilian est surprise et ravie qu'il se souvienne de ce moment. Peu après, Joran et ses soldats se rassemblent sur le champ. Ils pensent que le taux moyen de conversion des soldats est de 50, un chiffre assez bas. De plus, Joran comprend que personne ne le suivrait volontairement jusqu'à Apocalypse City. Il demande donc de l'aide au Joran original, car il ne se trouve pas assez éloquent. Notre protagoniste sait que c'est le moment qui décidera de l'avenir de tous. Un des soldats demande ce qui va arriver à leur compagnie, mais Joran dit que le choix de leur destination leur appartient seul, ce qui surprend tout le monde. Joran conclut que de nombreux nobles se sont moqués de lui pour son exil, et, le point levé, il remet en question l'intérêt d'avoir richesse et gloire uniquement pour lui. C'est pour cela que Joran crie qu'il préfère partager les difficultés et les joies avec tout le monde. Le système annonce que les soldats ont été émus et que leur taux de conversion a légèrement augmenté. Il garantit qu'ils pourront dire, avec fierté, que leur vie valait la peine d'être vécue. Le système l'informe que le taux de conversion minimum des soldats a considérablement augmenté. Notre protagoniste promet qu'ils conquerront des terres que même le roi fondateur n'aurait pu revendiquer. Émus par le discours, les soldats crient qu'ils le suivront jusqu'aux confins du continent. Joran sourit, satisfait d'entendre ces hommes acclamer « Vive le comte de la Frontière !» Peu après, le système l'informe que sa compétence passive a monté de niveau. Après avoir réglé les choses avec ces hommes, Joran retourne au château de la reine. Là, Sa Majesté lui demande pourquoi il est revenu lui parler. Notre héros lui demande humblement d'organiser quelques compagnons pour lui. La reine l'interroge, disant qu'elle lui avait déjà confié le sort de ces hommes. Il explique que les soldats ont choisi de le suivre de leur plein gré. Elle demande alors pourquoi il a besoin de plus d'accompagnateurs, s'il peut simplement les engager. Joran dit qu'il a l'intention de prendre quelques condamnés en échange de leur grâce. Peu après, il arrive à la prison et dit au gardien qu'il souhaite libérer quelques prisonniers. Notre héros précise qu'il ne veut pas visiter, mais libérer les criminels. Un geôlier suggère un prisonnier, le qualifiant de baron, mais Joran le rectifie. Il présente alors Jadjel, un criminel condamné à 15 ans pour plusieurs vols. Joran se plaint que le geôlier essaie de lui refiler des délinquants problématiques. Avec ça, Joran pense qu'aucun de ces gars ne lui est vraiment utile. Cependant, regardant sur le côté, il voit quelqu'un qui attire son attention. Une prêtresse blonde, Joran se demande pourquoi elle serait emprisonnée. Le gardien explique qu'elle s'appelle Luvia et a été accusée de 2 meurtres, mais en réalité, elle n'a tué qu'une seule personne. Il révèle alors que la fille a tué quelqu'un, l'a ressuscité, puis l'a tué à nouveau. Le geôlier répond que les doubles sont des monstres, pas des humains. C'est pourquoi Luvia se défend, disant qu'elle n'a pas tué une personne, mais un monstre. Elle crie que la créature vendait des enfants à des mages noirs. En entendant cela, notre protagoniste pense qu'il méritait vraiment ce qui leur est arrivé. Luvia demande alors à notre héros s'il sait pourquoi elle a tué 2 fois, et Joran répond que c'était parce qu'elle ne pouvait être ressuscitée qu'une seule fois. La prêtresse sourit et confirme qu'il a absolument raison. De plus, elle dit que si elle pouvait, elle l'aurait fait 100 fois de plus sans hésiter. Elle se présente ensuite, et le système annonce qu'elle est un personnage important. Notre héros analyse ses statistiques et pense que, même si elle est dangereuse, elle est assez forte. Luvia demande s'il y a quelque chose sur son visage et il dit qu'il a une proposition. Il lui offre un poste de prêtresse avec des privilèges spéciaux dans son fief. Luvia demande de quel privilège il parle. Notre protagoniste révèle qu'il s'agit du droit de punir tous ceux qui sont coupables. Avec un sourire, Luvia accepte l'offre et décide de le rejoindre immédiatement. Enfin, il se serre la main et Joran lui souhaite la bienvenue sur le territoire du Dompteur. Après avoir recruté Luvia, notre héros continue de marcher dans la prison et demande pourquoi le plafond est si bas. Le garde explique que c'est la zone pour les prisonniers d'autres races, comme les nains et les métis. Puis Joran voit un garçon aux oreilles d'elfe et demande quel était son crime.
Le garde répond qu'il a été arrêté pour vol, alors Joran demande ce qu'il a volé. Le prisonnier lui-même dit qu'il a essayé de voler le cœur d'une femme, mais comme cela n'a pas marché, il a volé son titre de propriété à la place. Joran est surpris par cette logique bizarre et décide de vérifier les statistiques du gars. Il s'appelle Bowenel, un mercenaire de donjon métis qui souffre de kleptomanie. En plus de cela, ses compétences d'éclaireur et de désamorceur de pièges sont excellentes. Notre héros pense qu'avoir un mercenaire serait bien plus utile et décide d'essayer de le convaincre. Il commande donc que passer 6 ans en prison doit être difficile pour lui. Mais Bowenel se plaint que la nourriture est tellement mauvaise que même les gobelins ne la mangeraient pas et le travail est forcé. Joran réalise que la nourriture est son point faible, alors il a une idée brillante. Joran propose de le libérer en échange de son aide et garantit même des repas délicieux tous les jours. Bowenel est tenté mais dit qu'il peut simplement acheter de la nourriture à l'extérieur avec un peu d'argent. Pour prouver son point de vue, Joran demande au garde ce qu'il y a au menu pour la nuit. Et la réponse est dégoûtante. D'un air dégoûté, Bowenel ne peut même pas comprendre ce qu'il était censé manger pour le dîner en prison ce soir-là. Alors, il crie désespérément qu'il accepte d'aller sur le territoire de Joran sans hésiter. Avec un sourire victorieux, notre héros souhaite la bienvenue à Bowenel sur le territoire du Dompteur. Peu de temps après, nous arrivons au manoir que Joran a gagné pour ses exploits au combat. Il s'avère qu'il n'avait qu'un seul majordome et une seule gouvernante, et le majordome s'était déjà enfui par peur. Puis notre protagoniste se souvient qui est la seule gouvernante restante. Dans un flashback d'il y a 4 ans, le Joran original est en mission dans le désert, il demande à un soldat qui sont les personnes qui viennent de sauver des bandits. Le garde explique que la fille aux cheveux roses refuse de partir, même si elle est libre. Curieux, le Joran original s'approche et demande si elle n'a nulle part où aller. Finalement, le Joran original l'invite à venir avec lui et ses hommes. La fille est surprise par cette invitation inattendue. De retour au présent, Joran réalise que la bonne est la fille que le Joran original a sauvée. Les yeux pétillants, il se demande s'il devrait vendre le manoir pour obtenir plus d'argent. Mais la bonne surprend la conversation et pense qu'il va la vendre, ce qui embarrasse notre héros. Le nom de la bonne est Peach, et le système révèle qu'elle est complètement obsédée par son maître. Avec un sourire, elle dit qu'elle le suivra jusqu'aux confins du continent, et notre héros la remercie maladroitement. Mais avec un regard effrayant, Peach dit que s'il l'abandonne, elle le poursuivra jusqu'au bout de la terre. Le système avertit que la chance de la convaincre de partir est de 0, 1%. Notre protagoniste se sent mal à l'aise qu'une si jeune fille l'appelle toujours maître. Remarquant son expression, Peach s'approche et demande s'il ne se sent pas bien. Elle le tire alors sur ses genoux, disant qu'elle a entendu dire qu'il a habituellement des maux de tête. Joran se sent étouffé par sa proximité et lui demande de reculer un peu. Peach est choqué par ses paroles et ne comprend pas pourquoi il est si dur. Il tente d'expliquer qu'il a juste besoin d'un peu d'espace personnel pour respirer et il lui demande d'arrêter de l'appeler maître. Mais Peach commence à faire une énorme crise. Voyant que cela ne mène à rien, il change de tactique et dit qu'il comprend son cœur. Sur ce, la servante se calme enfin et accepte de suivre ses ordres. Notre héros la remercie pour sa loyauté et dit qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Enfin, il révèle que le voyage sera long et que leur destination est une véritable tanière de monstres. Il avertit que le confort qu'elle connaissait dans cette maison n'existera plus. De plus, elle devra faire face à des difficultés qui vont bien au-delà du simple soin de lui et qu'il ne la forcera pas. Elle peut simplement rester et s'occuper de la maison si elle préfère. Et enfin, il dit que l'une ou l'autre de ses décisions lui rendrait un grand service. Soudain, une notification de réussite apparaît et il gagne 20 points d'expérience. Joran est complètement confus, ne comprenant pas d'où venait cette récompense aléatoire. Il s'avère que Peach a tout mal compris et est maintenant complètement éprise. Elle commande qu'elle ferait n'importe quoi pour son maître. Les yeux brillants, Peach dit qu'elle suivra son maître et fera tout pour lui. Avec cela, le système annonce que son niveau de dressage a augmenté de manière significative, et Joran dit qu'ils négocieront son salaire après avoir chassé quelques monstres. Mais au début de leur voyage, notre héros a un problème. Son cheval ne lui obéit pas du tout. Le système montre que c'est un cheval de guerre, sans nom, qui n'aime pas porter quelqu'un d'autre que son maître. L'animal a remarqué que quelque chose a changé chez son maître. Donc, le système propose un dressage instantané. Notre protagoniste s'énerve, car le système veut juste qu'il gaspille ses points d'expérience. Liliane trouve ça étrange puisqu'il était un excellent cavalier auparavant, alors Joran pense à donner un nom au cheval. Il décide d'appeler le cheval Mayong. Parce qu'il est si difficile à manier, instantanément, la fenêtre de statut apparaît, confirmant le dressage de Mayong, le cheval hennit de bonheur, et notre héros peut enfin le monter sans aucun problème. Il s'avère que l'animal était heureux de recevoir un nom, ce qui a augmenté son niveau de dressage. Une fois tout réglé, Joran sourit et dit à son équipe qu'ils peuvent enfin partir. Ainsi, ils commencent leur voyage le long de la route de Fordwick, qui relie la capitale au reste du pays. Cet endroit était protégé par des bénédictions d'anges, si bien que les monstres ne pouvaient pas s'en approcher. Malgré cela, notre héros se plaint que la route semble sans fin. Pendant le voyage,
Lilian s'approche et appelle notre héros pour discuter. Elle dit avoir quelque chose de très important à lui dire. Joran comprend que c'est pour cela qu'elle le regardait et se sent mal de l'avoir soupçonné sans raison. Notre protagoniste se demande pourquoi elle ne se reposait pas comme il l'avait ordonné. Mais Lilian s'excuse. Il dit qu'elle n'a pas besoin de s'excuser et lui demande simplement de lui donner l'information. Avec un visage sérieux, Lilian révèle que des monstres apparaissent sur la route de Renfa. Notre héros est choqué par la nouvelle puisque cet endroit était censé être sûr. Elle explique que ce n'est pas une rumeur car elle a vu des troupes être envoyées dans les plaines occidentales. Joran est frustré car il espérait un voyage paisible. Alors, Lilian lui demande ce qu'il compte faire et dit qu'ils doivent décider s'ils continuent ou prennent un détour. Notre héros devient pensif, car c'est une décision qui affectera tout le monde. Puis le système apparaît et lui donne 2 options. Avancer avec danger et récompense, ou prendre un détour sûr. Il se demande s'il doit choisir l'aventure risquée ou la route sûre. À la surprise de Lilian, notre protagoniste lui demande son avis sur la question, mais elle est prise au dépourvu et dit qu'elle suivra quelle que soit la décision qu'il prendra, puisqu'il est leur chef. Cependant, Lilian suggère de ne pas informer le reste du groupe des apparitions de monstres. Notre protagoniste demande pourquoi, et elle explique que cela diminuerait le moral des troupes et provoquerait de la confusion. Mais Joran n'est pas d'accord car il doit dire la vérité à tout le monde, peu importe la voie qu'ils choisiront. Lilian s'excuse et il dit que ses paroles ont du mérite car il avait aussi envisagé de rester silencieux. Malgré cela, notre homme commente qu'il ne peut pas le faire parce que c'est son devoir en tant que chef du groupe. Il explique que la panique serait bien pire s'il rencontrait les monstres sans aucun avertissement, et il conclut que la seule façon de rester calme est de ne pas se faire attraper par eux, surpris par l'ennemi. Ayant pris sa décision, notre protagoniste lève le poing et crie pour que tout le monde arrête la marche immédiatement. Il annonce ensuite que des monstres apparaissent sur la route menant aux plaines occidentales. Les soldats se plaignent de leur malchance, mais l'un d'eux dit que cela pourrait être un bon échauffement pour eux. Luvia sourit et dit qu'elle craignait que le voyage soit trop ennuyeux. Bowena se plaint, disant qu'il aurait préféré rester dans sa cellule plutôt que de passer par là. Un autre commence à se plaindre d'une violation de contrat, mais Lilian crie pour que tout le monde se taise. Elle avertit que quiconque parle avant le chef sera considéré comme insoumis et puni pour ça. Enfin, Joran annonce qu'il a décidé de prendre la route principale car il n'y a aucune garantie de sécurité sur la déviation. Joran se tourne alors vers les porteurs et les assure qu'en tant qu'employeur, il les protégera tous. De plus, il explique que même sur la déviation, il pourrait rencontrer des bêtes sauvages ou même des bandits. C'est pourquoi notre héros dit qu'il se moque qu'ils rompent le contrat, mais il serait plus sûr de voyager avec eux. Sur ce, le système annonce que sa compétence passive a monté de niveau et le mécontentement des porteurs a diminué. Un des hommes dit qu'il comprend mais demande une augmentation de salaire à cause du danger supplémentaire de la mission. Le système crée un nouveau point de choix. Payer irritera les soldats et ne pas payer retardera le voyage. Joran est furieux de la situation car s'il choisit la première option, les soldats seront mécontents. Il réalise alors que les soldats seraient en colère si les porteurs recevaient un paiement supplémentaire. Notre protagoniste se souvient avoir vécu la même chose en essayant de convaincre la servante, Peach, mais il se rappelle que la dernière fois, il a réussi à créer une 3e option différente pour la situation. Avec un sourire, notre héros dit qu'il a une meilleure proposition pour les porteurs. Il propose de partager une partie du butin des monstres vaincus avec eux tous. En retour, il devrait coopérer avec les soldats en construisant des barricades et des pièges. Le portier sourit et accepte la proposition, disant qu'ils travailleront dur pour aider. Finalement, Joran accepte, mais précise, que les récompenses iront d'abord aux soldats. Jusqu'à ce moment-là, elles appartenaient au royaume. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas les récompenser comme il le souhaitait, mais les choses ont changé. Il se déclare alors marquis nommé par la reine et dit qu'ils sont maintenant tous ses vassaux. Le point levé, Joran promet que celui qui vaincra des monstres gagnera aussi de grandes richesses. Le système annonce qu'il a trouvé une solution en dehors des options données, et le niveau de tout le monde a considérablement augmenté. Avec cela, tout le monde commence à crier et acclamer le nom de Joran. Après un moment, ils arrivent à la station relais des plaines occidentales. Là, Joran demande à un garde si des monstres sont apparus, et il confirme que des trolls sont dans les parages. Le garde dit aussi avoir reçu un avertissement officiel en cas d'attaque d'une caravane de marchands. Par conséquent, notre héros demande à être informé de toute nouvelle urgente qui surviendrait. Plus tard, on voit notre protagoniste assis sur l'herbe, se reposant un peu, jusqu'à ce que Peach s'approche de lui et demande si son maître n'est pas trop fatigué. Il dit que ça chatouille et lui dit de se reposer elle aussi, car elle en fait trop. Peach trouve qu'il est différent et se plaint de marcher autant, disant qu'elle veut un âne. Mais notre héros refuse, disant qu'il ne peut pas donner un traitement de faveur rien que pour elle. Dans ses pensées, elle le traite de maître sans cœur, mais dit qu'elle va endurer cela parce qu'un jour elle pourra s'asseoir à côté de lui, dans la calèche, en tant que partenaire. Pendant ce temps, les soldats parlent avec peur des monstres sur la route.
L'un d'eux se demande comment cela est possible, puisque la route a été bénie par des anges. Peu après, Luvia s'approche des soldats et demande du feu. Luvia tend alors sa pipe. Ensuite, elle allume sa pipe de paix. Avec un sourire, Luvia demande aux soldats s'il veut savoir pourquoi les monstres sont apparus. Elle explique que les anges ont été négligents et n'ont pas fait leur travail correctement, et elle les rassure sur la foudre, car elle peut ranimer quiconque est frappé. Un soldat demande ce qui arrive si un prêtre est touché, et sa réponse est plutôt sinistre. Avec cette réponse terrifiante, les soldats deviennent très effrayés par la prêtresse folle et disparaissent. Luvia s'assoit alors et réfléchit à l'histoire de la foudre. Elle se plaint que si les anges étaient compétents, la foudre frapperait les monstres, pas elle. La prêtresse se tourne alors et offre la pipe à notre protagoniste. Notre garçon tend alors la main et prend la pipe. Il pense que ses frères et sœurs seraient horrifiés, mais se rappelle que ce n'est pas son vrai corps. Luvia demande alors à Joran ce qu'il pense des monstres sur la route. Notre héros pense que la réalité et le jeu se sont fusionnés, mais il ne peut pas lui dire la vérité. La prêtresse explique qu'une bénédiction vieille de 500 ans ne durerait pas éternellement sans entretien. Joran est d'accord, et Luvia demande à propos de ses parents. Il révèle qu'ils sont morts dans un accident. Luvia s'excuse et demande si ce sont des monstres qui les ont emportés. Il confirme, mais pense qu'un criminel avec 4 condamnations antérieures ne peut pas être considéré comme humain. C'est pourquoi la prêtresse dit qu'ils ont donc quelque chose en commun. Notre protagoniste acquiesce avec un sourire et dit qu'ils devraient bien travailler ensemble. Mais soudain, Joran lève le poing et crie pour arrêter la marche de tout le monde. Lilian est surprise par cet ordre soudain et demande ce qui se passe. Puis une quête apparaît pour protéger les chariots du monstre Mandragorani. Notre héros reconnaît le nom et se souvient qu'ils étaient des nuisibles très agaçants dans le jeu. Il s'avère qu'ils sont des cerfs, comme des monstres, qui hurlent pour ralentir leurs ennemis. Joran se plaint que le système ne leur dit pas où ils vont apparaître, mais voit quelque chose bouger. Il trouve le mouvement des feuilles étrange, car il remarque qu'il n'y a pas de vent qui souffle en ce moment. Avec la tension dans l'air, tout le groupe est en alerte maximale à cause de la situation imprévue. Alors notre héros crie que des Mandragorani sont proches et donne des ordres aux troupes. Les soldats obéissent et forment un cercle de lance autour des chariots pour les protéger. Enfin, il dit aux archers et à Peach d'utiliser du coton humide pour boucher les oreilles de tout le monde. Joran ordonne aux 2e et 3e escouades de le suivre en formation de recherche. Il hurle ensuite à Bowena de jeter une pierre dans les buissons pour attirer les monstres. Obéissant à l'ordre, Bowena lance la pierre dans le buisson. Avec cela, un des Mandragoranis sort de sa cachette. Notre protagoniste est terrifié par le cri assourdissant de la créature, le monstre court alors vers eux, et Joran crie pour que la cavalerie attaque. Mais soudain, notre héros s'arrête et commence à réfléchir à quelque chose d'important. Il se souvient qu'il n'a jamais utilisé une épée de sa vie et devient complètement désespéré. Même en panique, Joran trouve toute la situation cocasse. Lilian, à côté de lui, ne comprend rien et se demande comment ils vont gérer cela. Pendant ce temps, les soldats au sol crient de douleur à cause du rugissement du monstre. Notre héros se rend alors compte que, même avec du coton, il souffre toujours du bruit, et le système annonce que l'un de ses traits a été activé, neutralisant le cri pour lui. Cependant, il se souvient que cette capacité ne s'applique pas aux montures. Désespéré, Joran crie à Luvia de protéger rapidement les chevaux. Mais il était trop tard, car le monstre les affectait déjà. Alors, le cheval de Luvia commence à se cabrer de terreur pure, et le cheval de notre protagoniste panique aussi, à cause du bruit. L'animal se met alors à courir de manière incontrôlable à travers la forêt. Joran est emporté et ne peut rien faire pour arrêter la bête. Mayong commence alors à se cabrer pour essayer de faire tomber notre héros de son dos. Avec ce mouvement soudain, Joran perd l'équilibre et son cheval le projette en l'air. Enfin, notre protagoniste est lancé dans les airs, criant de désespoir. Notre héros, en plein vol, fait face à la Mandragorani, qui le fixe avec ses yeux rouges. Avec une expression terrifiée, il pousse un cri de désespoir pur. Mais dans son choc, il atterrit juste sur le monstre, le battant et gagnant ainsi de l'expérience et un succès. Le système le félicite même pour avoir vaincu le boss, et notre héros reste sans voix. Cependant, il réalise qu'il est entouré par plusieurs autres Mandragoranis, appelant leur chef. Les créatures regardent Joran avec une haine pure dans les yeux, et il commence à transpirer à nouveau, à cause du stress. Soudain, ses soldats apparaissent et crient qu'ils protégeront leur seigneur à tout prix. Avec ce soutien, notre héros se relève et pense qu'il va donner une leçon à ces monstres. Le système explique que les monstres ont peur parce que leur chef a été vaincu. De plus, il peut essayer de les apprivoiser, mais la chance de succès n'est que de 40%. Malgré le défi, notre protagoniste crie et utilise sa compétence de réforme. Grâce à cela, il réussit à apprivoiser 2 Mandragoranis qui deviennent instantanément ses nouveaux alliés. Joran lance alors un cri de commandement à ses nouveaux compagnons en première ligne. Obéissant à l'ordre, les 2 créatures hurlent de toute leur force sur le reste de la meute. Les monstres sont complètement terrifiés par le cri de leurs anciens camarades.
Épée en main, notre héros se prépare à combattre les monstres. Il charge en avant avec une vitesse incroyable vers ses ennemis. Avec un sourire, Joran célèbre car sa tactique de jeu a parfaitement fonctionné. Le système explique que le cri d'un monstre apprivoisé peut nuire aux ennemis. Maintenant plein de confiance, il brandit son épée sans aucune peur. Notre héros est surpris de se rendre compte que l'épée est aussi légère qu'une plume. Il réalise que ce n'est pas que l'épée est légère, mais qu'il est incroyablement fort. Notre protagoniste se souvient que le Joran original était un chevalier très puissant. Le système l'informe que sa force physique a été ajoutée au corps de Joran. En gros, sa force maximale est maintenant 3 fois supérieure à celle d'un humain normal. Avec un sourire, il célèbre le bonus de force qu'il a obtenu en possédant un chevalier. Joran est confus à cause du nom étrange que le système a donné à ce trait. Immédiatement après, les Mandragorani commencent à être frappés par les attaques et un autre monstre est également touché en plein fouet. Voyant l'occasion, Joran crie à ses hommes d'attaquer avec tout ce qu'ils ont. Mais les monstres apprivoisés refusent d'attaquer parce qu'ils sont encore liés. Joran est déconcerté car dans le jeu ce n'était pas comme ça et se demande si l'apprivoisement a échoué. Agacé, il dit aux créatures de rester en retrait et de crier s'il est en danger. Soudain, Lilian pousse un cri désespéré pour avertir notre héros du danger. Un Mandragorani court vers eux pour attaquer notre protagoniste par derrière. Mais Lilian ne perd pas de temps et prépare sa lance. Et d'un bond, elle frappe la créature directement à la tête. Mais le cri du monstre épuise la force des soldats proches. Joran comprend qu'il doit les finir rapidement et dit à tout le monde de viser la gorge. Un des monstres, avec le front saignant, pousse un autre cri puissant. Notre héros ordonne à ses nouveaux alliés de crier. Le premier cri intervient au moment parfait. Joran sourit car combattre avec un soutien qui affaiblit l'ennemi est très utile. Il continue de coordonner les attaques, disant à l'un de crier pendant que l'autre attend. Ainsi, la deuxième Mandragorani pousse un rugissement assourdissant contre les ennemis. Avec la tactique qui fonctionne parfaitement, le monstre est frappé et tombe vaincu au sol. Lilian est complètement déconcerté et demande pourquoi les monstres se combattent entre eux. Notre héros dit qu'il expliquera plus tard et lui demande de ne pas attaquer les deux qui se sont séparés. Pendant ce temps, les autres Mandragoranis sont à terre après le combat. Mais soudain, notre protagoniste remarque que les autres prennent la fuite et se demande où ils vont. Il s'avère qu'ils courent vers la charrette de ravitaillement. Prenant conscience du danger, Joran crie à tout le monde de les poursuivre et de protéger la charrette. Voyant qu'il doit agir vite, Joran demande à l'un des monstres apprivoisés de le laisser monter. La créature est confuse par la demande, et notre héros explique qu'il en a besoin pour la poursuite. Lilian est surprise et n'en croit pas ce que fait son seigneur. À la surprise générale, Joran parvient à monter sur le Bambi adulte sans aucun problème. Avec un sourire, Joran commente que, quand on n'a pas de cheval, il faut improviser. Ainsi, notre protagoniste fonce en avant, juché sur la créature, pour rattraper les monstres. Pendant ce temps, un soldat crie à l'arrière-garde de se mettre en position pour protéger le chariot. Au sommet du chariot, Bowena se prépare à attaquer les monstres approchant. Bowena crie qu'ils ont choisi les mauvais adversaires pour se battre, il lance alors une pierre de toutes ses forces, frappant l'un des Mandragorani en plein dans la bouche. Sous l'impact, la créature tombe au sol, vaincue. Cependant, les autres Bambis gardent leur posture et continuent d'avancer vers la carriole. Les soldats prennent immédiatement une position défensive avec leurs lances. Luvia pense que son seigneur est bien plus courageux qu'elle ne l'avait imaginé. Enfin, elle commence à prier, demandant à son dieu de protéger les plus faibles au combat. Les pouvoirs de Luvia sont magnifiques, faisant briller le champ de bataille avec les Bambis. La lumière sacrée dérange les créatures. Il s'avère que Luvia utilise sa foi pour demander un peu d'aide divine. Les yeux brillants, elle termine sa prière, libérant une puissance immense. Immédiatement après, plusieurs rayons de lumière tombent du ciel comme une frappe aérienne. Les Mandragorani sont touchés et étourdis par le pouvoir de la prêtresse. Voyant l'occasion, Joran crie à ses hommes de créer une barricade et d'encercler les monstres. Il pousse rapidement les chariots et forme un mur pour coincer les ennemis. Un des Mandragorani réalise qu'ils sont piégés et paniquent face à la situation. Il s'avère que les chariots ont été modifiés avec un secret spécial pour le combat. Maintenant, les Bambis acculés font face à plusieurs lances pointées dans leur direction. Avec un sourire, Joran accueille les monstres dans sa ferme de cerf. Il révèle que ce n'est pas un chariot de guerre, mais un chariot à épée. Tout étant prêt, notre protagoniste crie avec excitation de commencer. Mais ces monstres apprivoisés se plaignent, et Joran les gronde en leur disant qu'ils ressemblent à des chiens affamés. Avec son épée levée, il sourit et fait ses adieux aux monstres. Mais il s'arrête en voyant un monstre avec un niveau de conversion de 12 et propose de l'épargner. Notre héros prend alors la créature dans ses bras et l'accueille sur son territoire. Il pense que c'est comme un jeu gacha et qu'il va les faire travailler dur. Notre héros crie à Lilian et à ses hommes de ne pas tuer les monstres car il va les transformer. Inquiète, Lilian s'approche et demande si son seigneur se sent bien. Joran lui assure qu'il va bien, mais elle dit qu'elle parle de sa tête. Elle se demande si l'effet de la résurrection ne l'a pas rendu fou de vouloir autant d'alliés monstres.
Les soldats sont également confus et trouvent l'idée de dompter des monstres très étranges. Sur ce, le système avertit que le niveau de conversion de tous baissera s'il ne parvient pas à les convaincre. Agacé, notre protagoniste dit qu'il le sait déjà et remarque quelque chose dans sa main. Il voit la fourrure du monstre sur son gant et pense que, puisque c'est doux, cela pourrait être très utile. Joran rassemble tout le monde et leur demande d'écouter, même si l'idée semble ridicule. Il explique qu'après avoir été ressuscité, il a éveillé une nouvelle capacité spéciale. Enfin, notre héros révèle qu'il peut convertir les monstres et appelle ses nouveaux alliés pour le prouver. Les deux Mandragoranis approchent et les soldats se demandent pourquoi ils ont l'air si étranges. Le système l'informe que les créatures sont terrifiées par le massacre et les soldats restent stupéfaits. Joran les calme ensuite et promet du foin délicieux s'ils se comportent bien. Pour prouver son contrôle, il ordonne à l'un de s'allonger et à l'autre de se tenir en équilibre sur une patte. Les soldats sont choqués de voir les monstres obéir et réalisent que la capacité de leur seigneur est réelle. Satisfait de la démonstration, notre héros félicite les monstres et leur dit de se reposer. Les créatures se déplacent à l'arrière de la troupe et les hommes commentent qu'ils n'ont jamais rien vu de tel. Liliane et les autres soldats semblent maintenant convaincus par les capacités de Joran. Notre protagoniste explique qu'ils seront utiles pour porter du poids et affaiblir les ennemis. Il tient alors une des cornes du monstre et demande si quelqu'un sait à quoi elle sert. Joran révèle que les cornes et les feuilles ont un puissant effet guérisseur. Pour prouver son point, il demande à Peach d'apporter de l'eau chaude et elle obéit. Il appelle ensuite un soldat nommé Yek à s'approcher et le jeune homme devient nerveux. Notre héros décrit les problèmes de santé des soldats, qui est surpris qu'ils soient au courant. Joran sourit en pensant que la fenêtre de statue montrait leur état, y compris leur maladie. Alors Joran propose un thé fait à partir des cornes. Notre héros lui assure que si quelque chose tourne mal, il prendra la responsabilité. Et le soldat se sent plus à l'aise. Sur ce, Yek décide de faire confiance à son seigneur et boit le thé d'une seule gorgée. Soudain, le soldat ressent une énergie incroyable et est surpris par l'effet de la boisson. Liliane prend alors la main de Yek pour vérifier son pouls de près. Le soldat confirme qu'il se sent beaucoup mieux et elle dit que son état s'est amélioré. Avec un sourire, elle complimente les mains douces du jeune homme, ce qui le fait rougir. Joran interrompt et propose de partager les cornes avec un autre soldat, expliquant leur valeur. Ils pensent que s'ils peuvent toujours obtenir cet ingrédient, ce sera génial. Notre héros dit alors qu'ils devront parfois tailler les cornes du monstre. Joran explique que dompter les monstres n'est pas nouveau et qu'il y a déjà eu des humains avec des dragons. Cependant, Lilian se demande si les monstres ne risquent pas de se retourner contre eux plus tard. Notre protagoniste la rassure, disant qu'il peut voir leur niveau de réhabilitation. Luvia sourit et dit que ça semble amusant car elle a toujours voulu punir un monstre. Notre héros demande s'ils attaqueront des humains et les créatures le nient désespérément. Il propose un simple contrat travail contre nourriture et un foyer confortable. Avec cela, il obtient une réussite et sa compétence de réhabilitation monte en niveau. Joran demande alors si quelqu'un s'oppose encore à emmener les créatures avec eux. Enfin, la mission est réussie, rapportant de nombreux points à notre héros. Notre héros pense que la réhabilitation ne rapporte pas de points, mais il s'en moque. Alors il félicite tout le monde et annonce une grande fête pour célébrer. Mais soudain, quelqu'un se demande si la viande qu'ils vont manger vient du monstre. Liliane explique qu'ils doivent se débarrasser des corps pour ne pas attirer d'autres créatures. Elle révèle qu'ils font rôtir la viande pour le dîner. Notre héros les assure qu'il ne leur ferait pas manger quelque chose qu'il ne mangerait pas lui-même. Pendant ce temps, le cuisinier, Jerry, se plaint de devoir cuisiner de la viande de monstre. Le système indique que sa nourriture est nutritive, mais l'apparence est assez repoussante. Luvia prie alors pour purifier la viande de monstre avant le repas. Grâce à sa prière, certains parasites dégoûtants commencent à sortir de la viande. Joran goûte la viande et dit qu'elle est plus comestible qu'elle n'en a l'air. Il demande ensuite au cuisinier de suivre ses instructions en cuisine. Jerry doute que la nourriture sera réussie, mais notre héros se plaint juste de son tic. Notre protagoniste lui dit de séparer la graisse attachée au ventre. Puis il lui demande d'enrouler la graisse autour du filet et Jerry trouve ça du gâchis. Il attache la viande avec une ficelle et jette des herbes par-dessus pour l'assaisonnement. Ensuite, notre héros place le filet sur une plaque en fer et l'amène pour la cuisson au four. Joran demande que les côtes soient embrochées avec quelques oignons entiers. Puis notre protagoniste décide que la viande sera servie à point, saignante pour tout le monde. Mais le cuisinier se plaint et Joran s'énerve en lui disant d'arrêter le bruit. Plus tard, notre héros prend un pot et une curieuse Peach demande ce qu'il y a dedans. Il révèle que c'est de la sauce soja et pense qu'il aurait dû acheter plus de kimchi. Le cuisinier trouve l'assaisonnement dégoûtant et doute que le maître l'apprécie. Cependant, Joran dit que le goût du plat est ce qui compte le plus. Il ajoute même de l'alcool et du thé dans la marmite et Peach pense que c'est de la magie noire. Notre protagoniste demande alors à Peach de presser quelques fruits pour l'assaisonnement. Le cuisinier annonce que la viande est grillée et Joran lui dit de la laisser reposer. Peu de temps après, notre héros commence à trancher la viande, qui a l'air très juteuse.
Il saupoudre ensuite un peu de sel et offre un morceau à Jerry pour qu'il goûte. Avec hésitation, le cuisinier ouvre enfin la bouche et goûte la viande. Le cuisinier est choqué par la saveur et ses yeux s'écarquillent de surprise. La tête baissée, il s'excuse et Joran lui interdit de râler pour toujours. Peu de temps après, le système annonce que sa compétence passive a été améliorée au niveau 6. Les soldats mangent maintenant joyeusement la viande, louant à quel point elle est tendre et savoureuse. Notre héros dit alors au cuisinier d'aller manger et prend en charge le reste du travail. Sur ce, tout le monde commence à festoyer et à apprécier la nourriture avec beaucoup de joie. Mais soudain, deux hommes sentent quelque chose de différent et se demandent ce que c'est. Avec un sourire confiant, Joran se prépare à présenter son nouveau plat spécial. Il annonce alors que le nom du plat est Mandragorani Bulgogi. Enfin, un plat délicieux apparaît et tout le monde s'exclame émerveillé par son apparence. La nuit tombe et la pleine lune éclaire le camp de notre héros. Après le grand festin, tous les soldats dorment paisiblement dans leur hamac, mais Lilian reste éveillée et songeuse. Elle se demande comment Joran, qui n'a jamais cuisiné de sa vie, prépare maintenant des plats avec des monstres. De plus, il a même servi la nourriture à tout le monde avec un sourire sur le visage. Et comme si cela ne suffisait pas, il apprivoise désormais des créatures maléfiques. Malgré tout, Lilian décide qu'elle continuera à faire confiance à son capitaine, pas à son seigneur. Soudain, une ombre apparaît dans la tente, et elle demande si Joran est encore réveillé. Sur cela, elle s'approche lentement de la tente. Mais l'ombre dans la tente attire son attention. Lilian crie son nom désespérément, pensant que quelque chose de terrible est arrivé. Et sans hésiter, elle se jette vers la tente. Cependant, notre gars était à l'intérieur en train de s'entraîner avec un mannequin en paille. Liliane est complètement gênée et crie qu'il la fait très peur. Elle demande si Joran s'entraînait et il confirme que oui. Lilian se sent un peu mal à l'aise à propos de la situation. Et là, à l'intérieur de la tente, elle commence enfin à interroger notre héros sur tout. Il explique alors qu'après avoir été réanimé, il a oublié comment utiliser une épée et contrôler son aura. Elle commente qu'elle l'a remarqué lors du combat et que la façon dont il tenait l'épée était pire que celle d'un débutant. Lilian dit que perdre la mémoire est normal, mais il y a une chose qui la rend très curieuse. Elle s'interroge sur la raison pour laquelle sa force a autant augmenté s'il a oublié comment combattre. Après tout, il a lancé un monstre lourd d'une seule main et abattu les autres sans difficulté. Joran plaisante alors en disant que parfois, quand on perd quelque chose, on finit par en gagner une autre. Mais Lilian reste méfiante quant à sa capacité à dompter les monstres et il lui assure que c'est réel. Elle le critique d'accepter des criminels et d'utiliser des monstres, disant que l'ancien Joran ne ferait jamais ça. Notre protagoniste demande si c'est parce que cela va à l'encontre de l'honneur d'un chevalier, et avec un air sérieux, Joran répond lui-même à sa question « L'honneur ne nourrit ni ne protège leur peuple ». Lilian essaie de répliquer, mais notre héros l'interrompt. Il dépose son épée pour le moment. Enfin, Joran dit qu'il comprend sa confusion car lui aussi est perdu avec tout cela. Avec un sourire, il demande à Lilian de lui laisser un peu de temps pour s'y habituer, et il promet de s'efforcer d'être l'homme qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. Notre protagoniste lui demande également de ne le dire à personne à propos de sa perte de mémoire. Lilian s'excuse de l'avoir douté et dit qu'elle n'a fait que causer des ennuis, mais elle décide qu'elle l'aidera à retrouver ses compétences et lui dit de prendre l'épée en bois. Notre héros est confus et Lilian révèle qu'elle sera sa nouvelle instructrice d'escrime. Peu après, ils sont déjà sur le terrain d'entraînement pour pratiquer. Joran se souvient que dans l'histoire originale, c'était lui qui avait appris à Lilian comment se battre. Avec l'épée en bois en main, elle dit qu'elle va lui rendre toutes les leçons qu'il lui a données et frappe Joran, mais la leçon se termine avec notre protagoniste qui reçoit un bon coup sur la tête. Plus tard, Peach s'occupe de la bosse sur sa tête et dit qu'elle ne pardonnera pas à Lilian de lui avoir fait mal. Joran lui dit d'aller se reposer, mais la servante demande si elle ne peut pas rester à ses côtés. Il plaisante en demandant si elle veut mélanger le reste de la marinade de Bulgogi, et Peach le traite de méchant. Seul, notre héros s'étire et se plaint que tout son corps vieillit beaucoup. Mais il est satisfait parce qu'il a réussi à s'entraîner et a même compris les bases du contrôle de l'aura. Notre héros pense que sa force est grande, mais que sa technique est nulle. C'est pourquoi il pense que son épée ne sert qu'à la défense et pas comme arme principale. Il rejette les arcs et les armes à feu et décide qu'il a besoin d'une vraie puissance de feu, puis il a l'idée de créer un canon à main qu'il peut porter grâce à sa force. Avec un sourire, notre héros pense que l'idée est parfaite car il n'aurait pas à se battre au corps à corps. Soudain, le système débloque une compétence passive appelée « Nation d'artilleurs ». Joran est content car il a servi dans l'artillerie, mais s'inquiète des matériaux pour construire l'arme. Le système l'informe que son voleur est riche en minéraux, y compris des pierres de mana. Joran se souvient qu'il a une de ces pierres, mais a encore besoin de la technologie. Puis, le système lui suggère de recruter des ingénieurs nains ou des mages pour l'aider. Il se rappelle avoir vu des nains en prison et pense qu'un mage serait très utile. Le système le prévient qu'il devra bientôt choisir entre l'un ou l'autre.
Avant qu'il ne puisse se plaindre, un soldat entre en courant avec un rapport d'urgence. Le garde rapporte que des trolls et des gremlins sont apparus près de 2 villages voisins. Enfin, il dit qu'ils ont besoin d'une aide immédiate et notre héros s'inquiète de la nouvelle. Arrivant au village, notre héros se retrouve face à face avec un troll géant. La créature fonce et essaie d'écraser notre protagoniste. Il sait qu'un coup direct viderait son crâne et se souvient des leçons de Lilian sur la façon de bouger. Utilisant ce qu'il a appris, il parvient à esquiver l'attaque et charge le monstre de toutes ses forces. Notre protagoniste porte une coupe sur l'épaule de la bête, mais sent qu'il a précipité le coup. Joran pense que la créature est plus résistante que les mandragoranis et que la moindre erreur fait disparaître son aura. Son épée brille de l'aura bleue qu'il apprend à contrôler. Le troll se met en colère et saisit une hache pour continuer le combat avec encore plus de rage. Notre héros est choqué de voir que la coupure qu'il a infligée guérit déjà très rapidement. Il décide donc d'utiliser l'avantage de la longueur de son épée pour porter des coups rapides et courts. Avec cette nouvelle tactique en tête, notre homme commence à se déplacer très vite. Il déchaîne alors un coup rapide et puissant avec son épée. Le monstre encaisse la coupure, mais Joran comprend qu'il veut échanger les coups car il guérit rapidement. Notre héros saisit maintenant la tactique de l'ennemi et réfléchit à ce qu'il doit faire. Alors si c'est le cas, notre protagoniste décide de changer la donne et attaque la bête par derrière. D'un coup de pied, notre héros profite de l'ouverture et attaque le troll. Il prépare ensuite un autre coup, visant le cou du troll. Son attaque est très efficace, battant le gobelin. Le monstre géant est au sol, et la bataille se termine enfin. Notre héros voit le soldat Yek tomber et court vers lui, inquiet. Yek est gravement blessé, mais dit à notre héros qu'il ira bien. Notre protagoniste réalise que la hache de pierre du troll l'a frappé plus tôt. Joran pense alors à utiliser le sang du troll pour le guérir comme une potion. Cependant, le système avertit que le sang doit être purifié avant utilisation. Yek demande à être laissé derrière, et commence à parler de ses rêves et de ses promesses. Notre héros pense qu'il devrait simplement se taire et arrêter de prédire toutes sortes de morts. Il aide ensuite Yek et dit qu'il ne le pardonnera pas s'il meurt. Avec un regard sérieux, notre protagoniste crie, appelant Rani. Soudain, les mandragorani apparaissent, répondant à l'appel de leur maître. Joran dit à l'un d'eux de prendre le soldat et de fuir s'il rencontre un danger en chemin. Avec la situation sous contrôle, notre héros donne des ordres à ses monstres pour aider au combat. Mais de loin, il voit le soldat Rio en difficulté avec un autre troll géant et désespère. Rio essaie de se battre, mais le monstre est trop fort. Puis il a l'idée brillante d'utiliser sa capacité pour apprivoiser le monstre à distance. Le système l'informe alors que ses points d'expérience sont utilisés pour l'apprivoisement. Le troll est enveloppé d'une aura bleue et se demande ce qui lui arrive. D'un cri, notre héros ordonne à la créature de regarder immédiatement sur le côté. Le monstre obéit, mais reste confus et demande ce que Joran lui a fait. Le système affiche les statistiques de la créature et avertit qu'elle est toujours hostile aux humains. Joran dit alors à Rio de reculer et de le laisser gérer ce nouvel allié problématique. Le soldat est inquiet, mais notre héros lui assure qu'il tiendra seul la ligne de front. Sur ordre, Rio court se mettre à l'abri, tandis que le troll reste là, confus. Soudain, un troll plus petit apparaît et s'interroge sur les raisons qui poussent l'autre à aider les humains. Notre protagoniste se contente d'observer la situation, et le système montre que le nouvel ennemi est bien plus faible que le monstre qu'il vient de dompter. Avec un sourire confiant, notre héros sait exactement quoi faire. Il pointe le troll plus petit et crie à son nouvel allié d'attaquer de toutes ses forces. Obéissant à l'ordre, le monstre géant se précipite et utilise son arme contre le coup du troll. Le troll reste confus face à ce qui vient de se passer. Le troll apprivoisé se tient au-dessus de l'autre troll. Dans un cri de guerre, il lève son arme pour porter le coup fatal à l'ennemi. Joran pense qu'il faut un voyou pour reconnaître un voyou et qu'il se souviendra de cette tactique. Avec la victoire, le monstre célèbre, pensant avoir fait un excellent travail, mais il réalise qu'il a été dupé et que les humains sont très perfides. Voyant que le monstre était sur le point de se retourner contre lui, Joran agit rapidement contre le troll. La moitié du troll alors s'effondre sur le corps du plus petit troll. Le système avertit que le plus petit troll a régénéré, alors Joran prépare une autre attaque contre eux. D'un coup puissant et rapide, notre héros met enfin fin à la vie de la créature. Joran pense que ça valait la peine de dépenser ses points pour sauver Rio. Soudain, un des mandragorani panique et supplie de ne pas être le prochain à mourir. Notre héros se tourne alors pour partir, mais pris par surprise, Joran est un peu agacé. Mais 2 trolls apparaissent pour attaquer le protagoniste. Le système avertit que la capacité de dressage est en recharge pour 1 minute. Sans sa meilleure carte dans sa manche, il dit à son monstre de crier quand les ennemis attaqueront. Le temps jouant contre lui, notre protagoniste doit maintenant imaginer un nouveau plan. Mais de loin, notre héros voit une silhouette étrange s'approcher au milieu du chaos. Joran se prépare à se battre, mais réalise que la silhouette ne ressemble pas à un troll. Soudain, une explosion se produit,
et il se demande si c'était de la magie. Notre gars regarde alors autour de lui, car il n'a jamais entendu parler d'un mage dans ce village. Bientôt, une voix bourrue demande ce qu'il cherche par là. Il est choqué de voir que l'interlocuteur était un nain se tenant juste devant lui. Pendant ce temps, le troll à terre murmure le nom de Troyer avant de s'évanouir. Joran se rappelle alors qu'il doit achever le monstre avant qu'il ne régénère. Cependant, le nain l'arrête et dit au grand type de ne pas se mettre en travers de son chemin. Notre protagoniste est confus et se demande ce qui se passe exactement. Avec un marteau à la main, Troyer dit qu'une fois que vous frappez le clou, en écrasant une pierre, il ajoute « il faut enfoncer jusqu'au bout ». Avec le coup de marteau, la pierre dans sa main commence à briller et devenir très chaude. Le nain se concentre et se prépare à lancer son projectile improvisé. Finalement, il lance la pierre, ce qui provoque une explosion gigantesque sur place. L'explosion détruit complètement le corps du troll, ne laissant que ses jambes. La mâchoire de notre héros tombe tant la puissance et le lancer ressemblait à une grenade. Joran s'approche et dit que c'était incroyable et plus puissant que la magie explosive. Le nain le corrige, disant que son nom est Burneville Lunton, pas ce qu'il a dit. Le système indique alors qu'il est un ingénieur nain passionné par les explosions. Les yeux pétillants, Joran dit qu'il est celui qu'il cherchait, mais Burneville reste méfiant. Soudain, notre protagoniste dégaine son épée sans aucune explication. Burneville a peur et demande pourquoi il sort son arme sans raison. Mais notre héros lui crie de rester immobile et court devant lui. Il s'avère qu'un autre troll était apparu et Joran saute pour protéger le nain de l'attaque. D'un coup précis, l'épée de notre gars frappe le monstre en plein dans le mille. Il hurle et utilise toute sa force pour repousser la créature. Puis, notre héros porte un autre coup précis, juste sur le cou de l'ennemi. La créature essaie de dire quelque chose, mais ne peut que laisser échapper un grognement de douleur. Enfin, Joran se plaint que cette peste était très coriace et difficile à tuer. Épée en main, notre héros se prépare à affronter ce qui vient ensuite. Soulagé, il prend enfin une profonde inspiration et rengaine son arme. Soudain, Burneville attrape la main sale de notre protagoniste. Joran remarque qu'il va le salir et le nain est perplexe. Les yeux étincelants, Burneville s'excuse d'avoir douté de son sauveur, mais le moment est brisé par un petit garçon qui pleure sa mère au milieu des décombres. Tout autour, le village est détruit et les gens pleurent leurs proches. Soudain, Luvia apparaît et dit que la même histoire recommence. Elle tire alors une longue bouffée de sa pipe, semblant très calme. Des villageois désespérés courent et supplient la prêtresse de sauver leur famille. Luvia explique qu'ils doivent rassembler toutes les pièces pour que la résurrection fonctionne. Un des hommes se met en colère et crie qu'elle est irresponsable de ne pas les ressusciter tout de suite. Voyant la confusion grandir, Joran décide qu'il doit intervenir. Il demande le calme car la résurrection consomme de l'énergie et Luvia ne peut pas tout faire seul. Joran dit qu'il comprend leur douleur et que les chevaliers saints arriveront à midi pour aider. Le système explique qu'ensemble, ils peuvent effectuer des résurrections de masse, mais pas sur ceux qui ont déjà été ressuscités. Enfin, Joran leur demande de prier pour ceux qui sont partis et les assure que sa troupe protégera le village. Baouna apparaît alors et gronde les villageois de se plaindre de ceux qui les ont sauvés. Après la réprimande, les villageois restent sans voix et baissent la tête de honte. Avec le discours, tout le monde se calme et remercie le comte et ses hommes pour leur aide lors de la bataille. Sur ce, une notification apparaît et la compétence passive de notre héros monte au niveau 7. Plus tard sous la tente, Joran parle avec Burneville qui l'interroge sur son nom. Mais soudain, Peach apparaît et réprimande le nain pour son manque de respect envers son maître. Fièrement, elle se présente comme la servante du glorieux chevalier, Joran Tamer. Burneville la provoque en l'appelant servante et Peach crie qu'elle est une femme de chambre, pas une servante. Pour calmer les choses, Joran demande à Peach d'apporter de la bière et de quoi grignoter. Mais le nain dit qu'il ne grignote pas. Notre protagoniste est très surpris par le refus, car il n'a jamais vu un nain qui ne fume pas. Le nain explique alors que s'il fume, il perd sa sensibilité à l'odeur de la poudre à canon. Alors Burneville demande une bière brune, et notre héros dit à Peach d'aller chercher sa commande. Enfin, notre héros s'excuse pour l'impolitesse de sa servante et lui demande de l'appeler simplement Joran. Burneville est surpris et dit que notre héros est très courageux d'être aussi direct. Il commente que ce n'est pas la position qui fait l'homme, mais l'inverse. Parce que si quelqu'un change pour un chapeau élégant, c'est qu'il était déjà petit au départ. Notre héros est d'accord et demande s'il a réfléchi à sa proposition de recrutement. Le système annonce alors que la chance de le recruter est de 50%. Burneville semble songeur et dit qu'il a considéré la proposition mais ne pense pas il peut accepter. Puis notre héros le regarde sérieusement et lui dit qu'il va être complètement honnête avec lui. Burneville admet qu'il aime Joran et son plan d'armes, mais Joran demande quel est le problème puisque ce ne sont pas les monstres. Le nain explique que sa préoccupation n'est pas d'avoir des monstres sur le chemin, mais de ne pas en avoir du tout. Avec un sourire, notre protagoniste dit que c'est un homme incroyable et demande pourquoi il ne les accepte pas. Il s'avère que le nain
révèle qu'il ne supporte pas d'être sous les ordres de quelqu'un d'autre parce qu'il devrait prêter allégeance et il craint que son mauvais caractère ne ruine leur relation. Mais notre héros le rassure et dit qu'il ne veut pas en faire son vassal. Le nain se demande s'il s'agit d'un contrat de mercenaire, mais Joran révèle qu'il veut qu'il soit un conseiller. Il explique que ce serait un conseiller en armement, pas un subordonné mais un enseignant, et le nain est choqué. Burneville doute et demande s'il est sérieux, car il ne veut pas faire de travail manuel comme miner. Notre protagoniste lui assure qu'il ne ferait pas ça à un artisan talentueux, car ce serait un gâchis. Le mot artisan le frappe fort, et il se demande si quelqu'un l'a déjà appelé ainsi auparavant. Dans un flashback, il se rappelle qu'on l'a traité de lunatique, obsédé par les explosions qui allaient détruire la mine. De retour au présent, Peach arrive avec de la bière et des snacks pour qu'ils puissent mieux discuter. Burneville s'enthousiasme et demande si la bière vient de Gallia, et notre héros confirme que c'est la meilleure. Le nain dit que Joran sait bien traiter sa race, et notre gars pense qu'il ressemble à son ancien patron. En mangeant un morceau de viande, Burneville demande si Joran peut promettre une chose s'il accepte la proposition. Sa seule condition est que notre héros continue toujours à lui fournir cette délicieuse nourriture et boisson. Sur ce, une notification système apparaît et annonce que sa compétence d'influence a atteint le niveau 8. Satisfait, notre protagoniste sourit et souhaite la bienvenue à Burneville sur le territoire du dompteur. Plus tard, un chevalier blond arrive et félicite le marquis pour son travail acharné dans le village. Mais Joran demande au vice-commandant de lui parler plus simplement, car il n'est qu'un chevalier débutant. Le chevalier refuse, et le système révèle que son nom est Démis, et que sa loyauté envers la reine est excessive. Démis se plaint des éclaireurs, et Joran est choqué de voir qu'il est un guerrier de rang épée de dragon. Il s'avère que dans ce monde, les guerriers sont classés par épée, et ce rang est assez puissant pour affronter un dragon. C'est pourquoi notre héros pense qu'il est impossible de le recruter, car sa loyauté envers la reine est trop élevé. Joran est d'accord avec sa plainte, mais dit qu'il est aussi déçu du chevalier, le laissant confus. Démis l'interroge et lui dit qu'un chevalier comme lui ne devrait pas perdre son temps à la frontière, mais notre protagoniste dit qu'il a ses raisons et laisse le reste du travail au chevalier saint. Cependant, Démis l'arrête et dit qu'il est aussi venu en tant que messager, ce qui rend notre héros nerveux. Il révèle que la reine a envoyé une récompense et une proclamation pour le marquis. Notre protagoniste demande avec surprise à propos de la récompense, et Démis dit qu'elle est satisfaite de ses réalisations. Joran s'agenouille alors pour recevoir les paroles de Sa Majesté. La reine le félicite et lui accorde 2000 pièces d'or à distribuer parmi les soldats. Démis remet le sac d'or et demande s'il est déçu par la somme, mais notre héros le nie. Notre protagoniste pense que la reine veut qu'il reste à la frontière et s'irrite contre Démis. Plus tard, dans le village de Bujido, les villageois, touchés par l'aide de Joran, veulent le suivre. Mais notre héros refuse la demande de quelques enfants, disant qu'ils sont trop jeunes pour cela. Il refuse également les adultes, car leurs statistiques sont trop faibles pour le combat. Joran est frustré car il espérait recruter un mage, mais n'a trouvé personne avec du potentiel. Mais soudain, quelqu'un l'appelle derrière lui, et il se retourne pour voir qui c'est. Curieux, notre héros demande qui est la personne qui lui parle. Une fille aux cheveux verts se présente comme Meryl, une mage météo, et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Sur ce, le système annonce qu'il a trouvé un personnage clé et que la recruter serait une grande aide. Joran pense que son choix était bon car il a obtenu une mage, mais il s'inquiète de son mana. Meryl s'excuse d'être une mage inutile et demande à le rejoindre. Notre protagoniste prend alors sa main pour la rassurer. Avec un sourire, il l'a bienvenue sur le territoire des dompteurs, ce qui la fait rougir. Soudain, le système annonce que le tutoriel est terminé et qu'il a atteint le rang S, recruté 2 talents et 9 monstres. Enfin, ils arrivent au fief des dompteurs, mais l'endroit est complètement détruit et abandonné. Alors qu'il descend de son cheval, notre héros marche sur des asticots dégoûtants qui sortent d'un sac de grains. Voyant la situation, Joran pense que l'endroit est bien pire qu'il ne l'imaginait. Ne sachant pas quoi faire, il dit simplement qu'il n'a aucune idée de par où commencer à nettoyer ce désordre. Le système annonce alors que le premier chapitre a commencé et qu'il doit se préparer pour la première défense. Notre héros sourit et demande quand le jeu de défense va commencer. Un compte à rebours de 10 secondes apparaît alors et il panique pensant que c'est 10 heures. Mais à son horreur, le compte à rebours continue et le temps s'écoule rapidement. Le compte à rebours plonge notre héros dans la panique lorsqu'il réalise que ce sont des secondes, pas des jours. Il ne comprend pas car il a choisi la route principale précisément pour avoir plus de temps de préparation. Le système explique alors que venir en aide au village en chemin lui a pris tout son temps et la mission commence. La fenêtre de la première étape apparaît alors. L'objectif est de défendre le bureau du district et contre les gobelins. Notre protagoniste est inquiet car le bureau est encore assez loin de leur position. Et pour ne rien arranger, le système avertit que l'avant-garde des gobelins est déjà partie et qu'ils n'ont que 2 heures avant l'attaque.
Joran envoie donc Mandragorani numéro 8 en éclaireur pour surveiller les armes et le nombre de l'ennemi. Il rassemble ensuite ses soldats et les avertit qu'ils ne peuvent pas laisser les gobelins infiltrer. Mais les habitants locaux commencent à se plaindre et se demandent si d'autres monstres arrivent dans la région. Ils se demandent si notre héros est là pour combattre ou pour les chasser dans la nature sauvage. Sur ce, le système avertit que les habitants sont très anxieux et que leur dévotion diminue rapidement. Puis, un homme dit que c'est étrange que des gobelins marchent en unité et demande comment Joran le sait. Il ne comprend pas pourquoi ils attaqueraient un endroit en ruine et le système révèle qu'il est un ancien trésorier. Notre protagoniste dit qu'il a une capacité spéciale et jure de démissionner si les gobelins ne se montrent pas. Le trésorier pense que c'est une bonne idée, mais notre héros met ses biens en jeu et lui interdit de râler s'il gagne. Avec un sourire, Joran assure aux habitants qu'ils ne seront pas enrôlés et qu'il s'occupera de tout. Liliane l'interroge au sujet de la promesse, et il dit qu'il n'a de toute façon aucun bien à céder. Il demande si elle ne lui fait pas confiance, et Lilian dit que l'histoire de la prédiction des monstres est assez étrange. Maladroitement, notre héros dit que cela doit être un effet secondaire de sa nouvelle capacité. Il pense qu'il lui est facile de tout savoir parce qu'il a la fenêtre de statut, mais comprend ses soupçons. Cependant, Liliane l'interrompt et dit qu'elle fait entièrement confiance à son seigneur. Notre protagoniste est touché par sa confiance, et elle lui demande de donner les ordres. Soudain, le Mandragorani revient, et rapporte que 50 gobelins arrivent avec des haches et des épées. Joran y pense et demande s'il a vu autre chose, mais la créature mentionne un brouillard noir. Notre héros est perplexe face à ce brouillard, et la créature ne peut pas bien l'expliquer. Alors Joran demande de l'aide au système pour voir ce que son monstre a vu dans la forêt. Avec un sourire, il se souvient que s'il peut communiquer, il peut aussi partager sa vision. Le système débloque alors une nouvelle capacité qui lui permet de partager des souvenirs avec les monstres. Notre protagoniste se plaint qu'une si bonne capacité n'apparaisse que maintenant, quand il en a besoin. Le système dit que c'est un bonus et demande s'il veut annuler, mais notre héros refuse immédiatement. Avec un sourire, notre héros demande à son monstre de se souvenir à nouveau du brouillard. Il touche alors la créature et utilise sa nouvelle capacité pour voir ses souvenirs. Soudain, Joran est surpris par ce qu'il commence à voir. Il s'avère que le brouillard est le brouillard de guerre du jeu qui cache les zones inexplorées. Comme dans le jeu, il doit explorer pour voir toute la carte. De plus, il sent l'odeur de poulain du brouillard et pense qu'il pourrait être toxique. Avec cette nouvelle capacité, Joran peut maintenant ressentir tout ce que ces monstres ressentent. Notre protagoniste comprend que le brouillard est là pour empêcher de tuer les monstres dès leur apparition. Le spawn killing, c'est quand vous attendez qu'un monstre apparaisse juste pour le tuer instantanément. C'est pourquoi certains jeux rendent les ennemis invincibles pendant un court instant et d'autres punissent les joueurs qui entrent dans la zone d'apparition des monstres. Avec un sourire, il va dominer la première étape et dit à tout le monde de le suivre. Immédiatement après, la troupe commence à se préparer pour le combat à venir. Ces hommes chargent les wagons avec plein d'armes et d'armures pour le combat. Enfin, les soldats marchent avec entrain pour affronter les gobelins qui approchent. En route vers le bureau, une des roues d'un des wagons de ravitaillement se casse. Joran remarque le problème et se plaint que la roue ne bouge pas du tout. Il descend ensuite et leur dit de répartir le poids correctement avant de dire à tout le monde de descendre. En y regardant de plus près, notre héros voit que l'essieu de la roue est cassé et décide de l'enlever. Avec l'aide d'un porteur, Joran tente d'arracher l'essieu du chariot avec beaucoup de force. Voyant la scène, le nain Burneville commente à quel point le travail des humains est maladroit. Il se contente de regarder Joran et le porteur continuait à lutter pour déplacer le chariot. Agacé, le nain se plaint que même des squelettes feraient un meilleur travail qu'eux. Burneville crie alors sur Joran de lutter seul au lieu de demander de l'aide. Mais, marteau en main, il dit qu'il a déjà fini la réparation, laissant tout le monde choqué. Le nain jette alors une toute nouvelle roue qu'il vient de fabriquer pour eux. Burneville demande si notre héros a l'intention d'utiliser le chariot comme barricade. Et il le confirme. Alors le nain suggère d'utiliser les roues avant, car elles n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour empêcher leur roulement. De plus, il explique qu'elles ont été conçues pour être retirées et réattachées, et peuvent aussi servir de bouclier. Joran est émerveillé par l'ingéniosité des nains, et Burneville dit que cela compte comme une production d'armes. Avec tout résolu, notre héros célèbre ce qu'il a appris, et ordonne à ses troupes de marcher en 2 colonnes. Il pense que si il bloque l'objectif, sa puissance de feu augmente, mais si la défense cède, c'est la fin du jeu. Une carte du système montre que le placement idéal serait de mettre les unités à longue portée sur les collines. Cependant, il se rappelle que le sol est très glissant et que ses archers n'auraient pas de stabilité. Puis, un conseil du système l'informe que les gobelins ne sont pas du type forêt et ont des difficultés à grimper. Voyant la situation, la mage Meryl demande si elle peut aider, car elle n'a jamais combattu autant de monstres. Notre héros lui dit de se concentrer sur sa magie, et le mot « forêt » lui donne une idée. Meryl se souvient que la fenêtre d'état disait que ces monstres étaient de type forêt. Joran appelle alors le yak soldat,
et dit à Mandragorani numéro 8 de venir à lui. Montant la créature, notre héros montre la colline et le monstre dit que ce n'est pas un problème. À sa surprise, la créature réussit à grimper la colline glissante sans la moindre difficulté. Avec son idée qui fonctionne, Joran se demande comment la créature peut agir comme si de rien n'était. Alors le monstre propose de lui montrer ses pieds, mais notre héros dit qu'il sait déjà à quoi il ressemble. Puis, avec un sourire, Joran dit aux archers de Buna de monter le Mandragorani pour grimper la colline. Mais Buna refuse de monter un monstre, lance des pierres et traite même notre protagoniste de fou. Notre héros ferme alors les yeux et prend une grande inspiration pour ne pas perdre patience avec leur obstination. Agacé, il décide d'utiliser ses points d'expérience pour régler rapidement cette situation. Soudain, le système annonce que la première vague d'attaque commencera dans seulement 10 secondes. Une vague d'attaque, c'est quand une bande de monstres apparaît, généralement 10 par niveau. Et avec le compte à rebours, la première bataille pour défendre le fief commence enfin. Immédiatement après, une armée de gobelins aux yeux rouges apparaît en marchant vers eux. Joran crie alors aux archers de viser la deuxième ligne au lieu de la première. Les gobelins sont complètement désorientés par la tactique inattendue de notre héros. Du haut de la colline, nos soldats se préparent et Joran donne l'ordre de tirer. Sur cela, une pluie de flèches s'élance rapidement vers les ennemis. Finalement, les flèches atteignent en pleine cible les gobelins de la garde arrière, surprenant tout le monde. Avec l'attaque surprise, les gobelins hurlent et fuient désespérément pour échapper aux flèches. Joran crie alors à Buna de s'occuper des ennemis tenaces qui avancent encore. Perché sur le monstre, Buna accepte l'ordre de son seigneur avec un regard très sérieux. Et avec une visée précise, il frappe un gobelin en pleine tête avec une pierre. Il s'avère qu'il utilise une fronde pour lancer plusieurs pierres à la fois. Coincés, les gobelins poussent notre héros à ordonner aux lanciers de prendre position. Les monstres réalisent, alors que le passage est bloqué par une charrette d'approvisionnement, alors leur chef leur ordonne de tous grimper la colline pour échapper au piège. Mais les lanciers étaient déjà prêts et plantent leurs armes dans le sol pour les arrêter. À ce moment, un gobelin marche sur les lances et se blesse le pied dans le piège improvisé. Voyant que la tactique fonctionne, notre héros demande aux archers de cesser le feu un instant. Joran dit alors à Buna de continuer à lancer car il reste encore beaucoup de pierres. Il ordonne ensuite à Mandragorani, Siz, de descendre chercher un autre sac de pierres. Pour passer le piège, un gobelin dit à ses compagnons de marcher sur les corps des tombés. Face à la nouvelle tactique de l'ennemi, notre héros ordonne au monstre numéro 8 de se retirer et de descendre. Lilian remarque que même après avoir oublié les arts martiaux montés, il se bat bien sur cette créature. Avec son épée en main, notre héros se prépare à combattre les gobelins. Elle dit ensuite que sa maîtrise de l'aura s'est améliorée et il remercie son bon professeur. Ensuite, notre protagoniste dit au monstre numéro 8 d'aller de l'autre côté, d'un air sérieux. Notre héros se prépare à attaquer les gobelins par surprise. Les gobelins sont effrayés par l'humain fou chevauchant le Mandragorani et décident de battre en retraite. Sur commande, un des gobelins se retourne et commence à courir, effrayé par la situation. Leur chef est surpris par l'apparition inattendue de notre protagoniste. Soudain, un éclair doré fend l'air à grande vitesse. Et, sur le sol, nous voyons les corps de plusieurs gobelins vaincus sur le champ de bataille. Notre héros est confus et se demande ce qui vient de se passer. Et le système annonce que le commandant gobelin empoisonné est apparu pour le combat. Joran est surpris car il était le boss de milieu de niveau et ne devrait pas être là. Le système affiche les statistiques de la créature qui est très forte et n'aime pas reculer. Notre héros interroge le système et découvre que la difficulté a été abaissée à cause de ses performances. Le système explique que sa bonne commandement et son usage des obstacles ont été décisifs pour son succès. Agacé, Joran se plaint de ne pas pouvoir combattre à la légère et risquer la vie de ses hommes. Le système avertit alors que la difficulté et les récompenses augmentent ensemble, et Joran se plaint de ne pas l'avoir su plus tôt. Mais la fenêtre de statut révèle qu'il ne se souviendrait que de 10% s'il savait tout en même temps. Notre héros trouve cela étrangement réconfortant, et le système promet de continuer à l'aider au bon moment. Face aux gobelins, notre protagoniste se demande si cela vaut encore la peine de prendre le risque pour en apprendre davantage. Cependant, en voyant le monstre attaquer un autre gobelin, il décide qu'il n'a pas besoin de prendre ce risque. Alors notre gars pointe la grosse créature et dit à ses archers de concentrer leur feu sur elle. Immédiatement, une pluie de flèches s'envole vers le chef gobelin pour l'abattre. Mais le monstre utilise son bras et son armure pour se défendre facilement contre toutes les flèches. Joran est choqué par cette défense et appelle Buna, qui confirme qu'il visera ce qu'on appelle le gobelin ours. L'attaque échouant, le commandant ramasse une énorme lance sur le sol. Il casse ensuite la pointe de la lance sur un rocher, préparant quelque chose de nouveau. Notre héros lève les yeux, se demandant pourquoi la créature jette ainsi l'arme. À côté de lui, Buna a l'air très déterminé et se prépare à agir contre l'ennemi. Mais Buna rate sa cible et s'excuse auprès de notre héros pour son échec. Joran dit que c'est pas grave et lui dit de continuer à lancer pour au moins ralentir la créature. Voyant qu'il a besoin de plus de puissance de feu, il dit au monstre Siz d'aller chercher Meryl
La créature obéit et court appeler la magicienne, qui est un peu loin, les yeux écarquillés. Meryl est surprise d'être appelée au combat. Les yeux écarquillés, Meryl est surprise d'être appelée au combat. Joran confirme alors et lui demande d'envoyer une forte rafale de vent sur la grosse créature. Sur ce, elle essaie d'utiliser sa magie, mais rien ne se passe et la mage est confuse. Notre protagoniste est également surpris car sa magie a tout simplement échoué. Puis Meryl commence à pleurer et s'excuse de ne pas pouvoir aider pendant le combat. Elle se sent complètement inutile et Joran réalise qu'il doit faire quelque chose. Le système explique que dans le jeu, un dé à 20 faces est utilisé pour calculer l'attaque. Cependant, il y a une limite, et dans ce monde, d'autres facteurs influencent les chiffres en plus de la chance. Pendant ce temps, la mage essaie d'arrêter de pleurer mais se sent mal à cause de son échec. Le système montre que sa magie varie de 1 à 111 et son manque de confiance la freine. Joran dit alors qu'il est normal qu'elle ait peur avec autant de monstres autour. Il lui demande de ne pas se mettre la pression et qu'un faible coup de vent suffirait. Pendant ce temps, le commandant Gobelin observe simplement leur conversation de loin. Notre héroïne dit qu'elle est l'une des 2 meilleures mages, mais Meryl répond qu'il n'y en a que 2. Avec un sourire, Joran réplique que cela la rend encore plus cool et irremplaçable. Grâce aux paroles de Joran, la mage se sent spéciale et décide de retenter sa magie. Son bâton commence alors à briller d'une énergie bleue très puissante. D'un cri, elle déchaîne un coup de vent absurde vers les ennemis. Notre héroïne reste sans voix devant la force du courant d'air qu'elle a créé. Les gobelins sont pris par surprise et ne peuvent même pas se tenir debout dans le vent. Même Buna est surpris par la rafale soudaine de vent qui est apparue de nulle part. Il s'avère que le vent soulève une énorme pierre qui vole en direction des monstres. Et avec cela, la pierre frappe de plein fouet le commandant Gobelin sur la tête. L'impact est si fort que le rocher se fissure en 2 et tombe au sol. Étourdi, la créature lâche sa lance et reste muette sous le coup. De plus, d'autres pierres plus petites commencent également à frapper les autres gobelins. Sous la pluie de pierres, plusieurs ennemis sont renversés et gisent sur le sol. Voyant l'occasion parfaite, notre héros crie à Buna de lancer les sacs qu'il portait. Obéissant à l'ordre, le jeune homme jette plusieurs sacs dans la rafale de vent. Les sacs éclatent alors, libérant une poudre qui aveugle et étouffe les gobelins restants. Avec la rafale de vent, le chef gobelin crie à ses troupes de se regrouper et de garder la tête baissée. Du sommet de la colline, les ennemis obéissent et se rassemblent, formant une cible parfaite pour une attaque de zone. Meryl s'excuse ensuite d'être fatigué, mais Joran dit que son aide a été plus que suffisante. Notre héros descend alors la colline et commente que l'angle pour l'attaque est désormais parfait. Avec un sourire, il s'approche du nain et demande s'il l'attendait déjà. Burneville se plaint un peu d'avoir été appelé pour faire un travail aussi ennuyeux. Notre protagoniste touche alors la pierre bleue attachée à sa poitrine pour l'activer. Avec un sourire, Joran dit qu'il est temps de montrer aux gobelins à quel point l'artillerie est terrifiante. Soudain, une arme géante apparaît et le mage est choqué, ne comprenant pas ce que c'est. Notre héros révèle alors que c'est un mortier, mais Meryl n'en avait jamais entendu parler. Il montre ensuite une pierre magique primordiale et dit qu'elle est meilleure qu'un bâton magique. Joran révèle qu'il a obtenu la gemme lors de la cérémonie et la place à l'intérieur du mortier pour l'utiliser. Le système explique que, à la différence des normales, le propriétaire peut choisir l'attribut de cette pierre. Alors notre héros dit à la fenêtre de statue de régler l'attribut en propulsion explosive, la gemme s'illumine, et il sourit, satisfait que tout ait parfaitement fonctionné, et félicite le nain pour son travail. Burneville dit alors que la pierre n'est pas la seule chose qui s'adapte parfaitement. Avec cela, notre héros prend l'une des balles pour la placer dans le mortier. Il est surpris parce que le nain a réellement réussi à faire une sphère parfaite. Excité, Joran dit qu'il est temps d'envoyer le cadeau, et une compétence passive s'active. Le système demande alors si notre héros veut nommer l'arme, et il l'appelle mortier pour l'instant. Tout étant prêt, Joran place la première munition dans sa nouvelle arme. La fenêtre de statue annonce que la pierre magique est chargée et le mot d'activation est feu. Notre protagoniste demande ensuite au système de régler la puissance de 1 à 100. Avec cela, un écran de ciblage apparaît, montrant la trajectoire pour chaque niveau de puissance. Joran se prépare alors à tirer et décide d'utiliser la puissance au niveau 15. La gemme primordiale, qu'il utilise comme batterie, brille intensément. Et dans l'instant suivant, le mortier tire avec un bruit assourdissant. Ses soldats sont surpris par le bruit et se demandent ce que c'était. Le boulet de canon vole rapidement vers le groupe de gobelins. L'attaque frappe en plein, envoyant plusieurs ennemis valser. Mais notre héros remarque que le commandant gobelin a réussi à esquiver l'attaque. Impressionné, Burneville dit que l'arme est incroyable et qu'il tire des pierres comme si c'était des billes. Joran demande s'il ne lui faisait pas confiance, et le nain répond que la confiance d'un nain est éternelle. Avec le test terminé, notre héros dit qu'il est temps de se battre pour de vrai et demande à Burneville les bombes. Avec un sourire, notre héros dit au nain de se préparer à recharger l'arme, mais Burneville attrape un marteau et Joran l'arrête, disant qu'il n'a plus besoin de marteler les munitions.
Ensuite, le mortier tire avec une lumière violette, et notre protagoniste crie de tirer à puissance 20. Un des gobelins lève les yeux avec une haine pure dans son regard, alors que le projectile approche, et avec une grande explosion orange, la munition frappe le champ de bataille en plein milieu. L'attaque est si forte que les gobelins sont complètement anéantis. Un mage nommé Sicoupe regarde tout et se demande quel genre de magie son seigneur utilise. Burneville est choqué par la puissance de l'arme et admet que notre héros avait raison depuis le début. Joran suggère alors de fabriquer des pierres explosives plus petites à utiliser avec des arcs, mais le nain ne comprend pas. Notre héros plaisante en disant qu'il n'est pas un elfe et suggère d'utiliser des frondes comme les semi-hommes, mais Burneville refuse et dit que ses bras sont assez forts pour lancer les pierres. Joran explique alors que son canon est différent car lancé à la main est très limité, parce qu'avec l'artillerie, ils peuvent lancer les pierres plus loin, plus haut et en plus grand nombre. Les yeux pétillants, le nain admet qu'il a été un imbécile obstiné et que Joran avait raison. Pendant ce temps, Liliane et ses hommes continuent de combattre vaillamment en première ligne de la bataille. Le commandant gobelin crie furieusement et charge en avant avec sa lance. Cependant, Lilia lui fait face avec un regard sérieux et se prépare à la confrontation. Avec sa lance, elle parvient à bloquer le coup puissant de la créature. Immédiatement après, le monstre est encerclé par les autres soldats de la troupe. De loin, Joran loue le combat, et Liliane dit qu'ils peuvent s'en occuper eux-mêmes. Elle ajoute qu'avec autant d'ennemis, ils n'ont pas besoin de se battre loyalement. Joran la taquine à propos des tactiques, mais elle lui reproche tout. Gêné, notre héros change de sujet et dit à tout le monde de se préparer à se mettre à l'abri. Il avertit que lorsque les ennemis s'approcheront, ils utiliseront une nouvelle arme. Les soldats sont confus et demandent s'il s'agit de l'explosion qu'ils ont vue plus tôt. Liliane crie alors pour qu'ils obéissent et tout le monde court se mettre à l'abri. Elle trouve étrange que son seigneur crée des armes, mais lui fait confiance quand même. Pendant ce temps, Burneville remet la nouvelle munition qu'il vient de créer. Notre héros dit que c'est parfait, mais le nain demande à quoi sert le trou. Avec un sourire sinistre, Joran fait une analogie très étrange sur le plat d'un nain.